suis médecine de grand-mère. Ok. Que du naturel. D'accord. D'accord. Si vous utilisez des remèdes de grand-mère ou pas? Moi oui, plus pour la peau. Quelle raison? Ben, moi parce que je suis déjà sous traitement médical avec un gros labo et je sais les dommages que ça peut faire sur le corps. Donc j'essaye tout le reste d'éviter au maximum de prendre encore des médicaments, pas de détruire nos foies à 20-25 ans. Donc plus pour une question de santé que puis d'éthique aussi un peu là. On sait à qui va l'argent des labos, donc c'est ça. Mais alors, Jamie, je suis chez mon médecin généraliste qui va me prescrire des médicaments. Pourtant, je vois que beaucoup utilisent les remèdes de grand-mère. Pour toi, les remèdes de grand-mère peuvent-ils rivaliser avec les médicaments? Bonne question, Sabine. Donc, en réalité, tu me demandes de comparer les deux. Tout d'abord, on peut se poser la question de qu'est-ce que sont les remèdes de grand-mère. Ce qu'on appelle communément les remèdes de grand-mère sont en fait l'ensemble des moyens naturels qui visent à soigner l'organisme. Les remèdes de grand-mère regroupent la phytothérapie, la naturopathie et l'homéopathie. Il s'agit d'une médecine non conventionnelle utilisée depuis plus de 7000 ans. Les médicaments et autres produits que l'on trouve dans les pharmacies appartiennent, eux, au domaine de l'allopathie qui date du XXe siècle. C'est une médecine inspirée de la phytothérapie mais qui utilise des molécules de synthèse. On va donc voir que l'efficacité dépend de chaque cas et lequel utiliser selon différents exemples. Je viens pour mes cernes, mais c'est quoi les cernes? Donc en fait, Sabine, ce qu'on appelle communément les cernes sont appelés en anatomie sillon jugopalpébral. Et en fait, c'est une variation de la coloration de la peau sous l'œil, donc c'est-à-dire au niveau de la paupière inférieure. Et ça va donner au regard un aspect fatigué et vieilli. Donc il existe plusieurs types de cernes, mais ce que je te propose, c'est de t'intéresser aux cernes qui sont les plus communes, qui sont les cernes bleues. Mais Jamie, pourquoi a-t-on des cernes? Donc Sabine, avant de t'expliquer le processus qui amène aux cernes, ce que je te propose c'est d'abord de t'expliquer ce que c'est la peau en général, puisque les cernes sont un problème de la peau. Donc la peau, il est constitué d'un film hydrolipidique qui préserve les proportions normales d'hydratation et de lipides de la peau. L'épiderme, il est suivi de l'épiderme. Donc l'épiderme c'est la face la plus superficielle de la peau. Donc il est en contact avec le milieu intérieur et il assure les fonctions de protection. Donc il a deux faces, la face superficielle et la face profonde. Et il est constitué de plusieurs couches contenant les cellules. Donc ces couches, il y a la couche cornée, la couche granuleuse, la couche de Malpighi et la couche basale. Et l'épiderme, il est complètement dépourvu de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Par contre, c'est une partie innervée. Cet épiderme, il va être en permanence renouvelé tous les 20 à 30 jours. Donc ensuite, comme tu le vois, nous avons le derme qui est 4 fois plus gros que l'épiderme. Donc son épaisseur, elle varie en fonction de la région anatomique où il se trouve. Et il est irrigué par le sang qui nourrit la peau et contient de très fins vaisseaux lymphatiques qui transportent les cellules du système immunitaire. Il a différents rôles, donc le rôle de soutien, il a le rôle de nutrition de l'épiderme, c'est-à-dire les échanges nutritifs entre les cellules de l'épiderme. La protection mécanique, c'est-à-dire le fait d'amortir les chocs et de protéger les structures. Une fonction immunitaire, c'est-à-dire que les leucocytes assurent la fonction immunitaire. Et pour finir, c'est un réservoir d'eau. Et donc enfin, le derme est suivi de l'hypoderme, qui est la couche la plus grosse de la peau. Mais dans le cas des cernes, la structure de la peau est particulière puisque le film hydrolipidique est beaucoup plus fin, donc c'est ce qui explique que la peau des paupières est plus vulnérable. L'épiderme est également plus fin puisqu'il est de 0,04 mm. Le derme est également plus fin et l'hypoderme n'existe pas.
Donc Sabine, maintenant nous allons nous intéresser au processus même qui amène aux cernes. Donc les cernes sont les conséquences de plusieurs facteurs donc, qui sont la fatigue, le stress, la pollution, l'hérédité, la déshydratation, le tabac et l'alcool. Donc, par exemple, le manque de sommeil, ça va causer un pâlissement de la peau. Quant au tabac, l'alcool et au stress, ça va ralentir la circulation lymphatique. Donc en effet, les capillaires, ils perdent leur tonicité et ils vont éliminer difficilement les toxines. Donc les vaisseaux sanguins et lymphatiques qui assurent la nutrition des cellules de cette zone fonctionnent au ralenti. Les échanges entre les cellules sont mauvais car certains vaisseaux sanguins ne peuvent plus assumer leur fonction circulatoire. Et les cernes sont le signe d'un dérèglement des tissus lymphatiques et trahissent une mauvaise circulation sanguine. Et donc la lymphe, qui a pour rôle de traiter les déchets, ne circule pas normalement et n'assure plus le nettoyage des pigments groupés de la peau. Il y a donc une accumulation des pigments sanguins dans les capillaires du derme qui entraîne ensuite la fuite des pigments sanguins qui vont se propager vers l'épiderme. Ensuite, les pigments sanguins vont s'oxyder, ce qui explique la couleur bleue des cernes. Nous avons donc modélisé un capillaire sanguin avec les pigments sanguins accumulés à l'intérieur pour pouvoir modéliser leur fuite. Récemment, j'ai acheté un roll-on à base de caféine. Mais ma grand-mère utilisait des sachets de thé vert. Selon toi, lequel dois-je utiliser ? Tout d'abord, Sabine, il faut savoir que dans les solutions commerciales et naturelles, on retrouve un point commun, la caféine. En effet, comme la caféine est un vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elle contracte les vaisseaux sanguins, elle peut activer et stimuler la microcirculation cutanée. La caféine est également un antioxydant, donc c'est donc une molécule qui empêche ou diminue l'oxydation d'autres substances chimiques. La caféine peut donc diminuer l'oxydation du sang dans les paupières et donc diminuer la couleur violacée des cernes. Pour un effet défatigant, on peut donc utiliser un soin anti-cerne hydratant avec une bimassante à base de caféine, car le roll-on permet de répartir la caféine sur la paupière, mais aussi de produire un effet frais pour dégonfler l'œil et le décongestionner. Le roll-on permet également une application rapide, facile et précise. Quant au remède de grand-mère dont tu m'as parlé, Sabine, l'action est semblable, car les sachets de thé vert appliqués sous les yeux contiennent de la théine. Et la théine a les mêmes propriétés que la caféine, donc ça va permettre de stimuler la microcirculation encore une fois, et donc de réduire les cernes et leur couleur. Les sachets de thé vert peuvent également être mis au frais avant leur application, donc comme le roll-on, ce qui va permettre un effet frais et de décongestionner la paupière. Toujours, les deux solutions sont équivalentes. Cependant, le soin du commerce peut être plus actif car on a vu qu'il contenait d'autres excipients, comme par exemple l'extrait de ruscus qui a un effet décongestionnant et anti-poche. On peut aussi comparer leurs produits sur leur prix car par exemple les sachets de thé vert sont utilisés après infusion, ils ont donc plusieurs utilités et sont donc moins coûteux. Les deux solutions ont donc des avantages et des désavantages pour chacune, mais au final les deux solutions sont équivalentes et produisent les mêmes effets sur les cernes car elles ont le même principe actif, la caféine. Après, le thé vert peut être plus intéressant parce que lui va avoir plusieurs actifs. Après, il va être caféiné. Donc la caféine va avoir un côté tonique circulatoire, principalement. Donc ça peut être intéressant pour les cernes. Après, il est antioxydant, donc anti-vieillissement. Donc ça peut être aussi utilisé en cosmétique. Donc soit en usage local pour la caféine et pour les antioxydants, soit par voie interne pour le côté draineur. En fait, ce qu'il veut, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont dilatés. Et donc, dès que vous mettez un vasoconstricteur, donc quelque chose qui diminue la lumière du vaisseau sanguin, effectivement, vous avez un aspect bleu qui va être limité. Donc, la caféine est un vasoconstricteur, effectivement. Ah bah c'est mon tour, merci Jamie. Dis-moi, Jamie, j'arrête pas de tousser. Tu aurais pas une solution pour moi? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Tout d'abord, qu'est-ce que l'atout? C'est un acte volontaire ou un réflexe vital d'expulsion de l'air contenu dans les poumons. C'est une réaction à une irritation par expulsion de ce qui est indésirable. Il existe deux sortes de toux, la toux sèche et la toux grasse. D'accord, mais pourtant quand je tousse, j'ai des glaires. Bien, c'est donc une toux grasse.
Suite à l'inhalation d'un corps étranger et au passage de ce corps dans l'appareil respiratoire, donc ici en suivant les flèches jusqu'aux bronches, les bronches s'irritent et produisent un surplus de mucus. En toussant, on recrache le mucus et on permet d'expulser le corps étranger. Et les solutions, qu'elles soient pharmaceutiques ou naturelles, sont donc de fluidifier le mucus pour faciliter son expulsion grâce à des expectorants. C'est toujours le même principe, hein, les toux grasses qui sont les toux productrices, celles qui font cracher, où là on va essayer de fluidifier de manière à ce que l'organisme se débarrasse des mucosités. Ce schéma est une coupe transversale d'une bronche. Donc on voit ici les glandes productrices de mucus qui, lors de l'entrée d'un corps étranger, produisent en quantité du mucus qui encombre donc la bronche. Mais alors concrètement, qu'est-ce que tu me proposes? Donc je te propose tout d'abord un sirop pharmaceutique pour la toux grasse et ensuite un sirop fait maison à base d'oignons. Donc le sirop pharmaceutique a comme principe actif de la carbocystéine, un dérivé de la cystine, alors que le produit à base d'oignons a comme principe actif la cystine, donc la forme oxydée de la cystéine que voici. Alors si je comprends bien, les deux contiennent la même substance active, donc ça me dit pas lequel est le plus efficace? Tu as raison, les deux solutions ont cette molécule en commun. Nous avons donc calculé les concentrations en principe actif des deux solutions pour savoir laquelle est la plus efficace. Alors, pour le sirop pharmaceutique, on trouve 50 g par litre de molécules actives. Et pour le sirop à base d'oignon, on trouve seulement 0,04 g par litre. Le sirop pharmaceutique est donc beaucoup plus concentré. Mais alors comment le sirop avalé par la bouche arrive jusqu'aux bronches? Bonne question. En effet, la molécule va d'abord passer dans l'appareil digestif avant de passer dans l'appareil respiratoire. Donc le sirop va entrer comme ceci par la bouche, suivre l'œsophage, arriver dans l'estomac et puis dans l'intestin. Et c'est dans cet intestin-là, grâce aux parois recouvertes de villosité intestinale, que la substance active va être absorbée par l'intestin et passer ainsi dans le sang. Une fois cette substance libérée dans le sang, elle arrive dans les bronches par les petits capillaires sanguins et va donc agir sur les glandes productrices de mucus qui sont juste à côté et également sur le mucus directement en cassant les ponts disulfures des protéines contenues dans le mucus. Petit rappel, qu'est-ce qu'une protéine? Donc, une protéine est une molécule organique. Elle est constituée de petits acides aminés tout le long. Ces acides aminés sont reliés par des liaisons entre eux. Donc ça peut être des liaisons hydrogènes, mais dans le cas de certaines molécules contenues dans le mucus, c'est des ponts disulfures, donc de deux molécules de soufre qui les relient. Et comment va agir ce sirop? Donc à base de cystéine, il va rompre ces ponts disulfures et ainsi fluidifier le mucus. D'accord. Du coup, dois-je acheter le sirop? C'est à toi de voir. On a fait ce petit tableau comparatif, donc comme on a dit, ici une concentration plus élevée, mais avec également un prix plus élevé. Et comme tu peux le voir, tous les deux ont des limites. Ici, c'est des effets indésirables, et ici, c'est des problèmes éventuels liés à l'odeur, etc. Mais je viens de voir que les médicaments à base de carbocystéine n'étaient plus remboursés. En effet, l'efficacité de la carbocystéine est de plus en plus contestée, puisqu'elle a une efficacité qui reste moyenne. Beaucoup ont été retirés du marché ou ont été supprimés, mais je ne suis pas convaincu par l'efficacité de ce traitement. Aujourd'hui, les expectorants les plus efficaces, qui marchent vraiment, sont Pinène, les alpha et bêta pinènes qui sont les fluidifiants. D'accord. Ces molécules que l'on retrouve notamment dans des plantes fluidifiantes comme le bourgeon de pin, la myrte par exemple qui vont être utiles pour cette indication-là.
Nous, ce qu'on va préconiser en plantes, on va préconiser des plantes un peu mycolytiques. Par exemple, le bourgeon de pin est très bien. Ça peut être sous forme d'infusion, ça peut être on a des sirops qui contiennent du thym, et des plantes antiseptiques. Hélas, c'est rare et coûteux, et on n'a pas encore réussi à produire un médicament à base d'alpha et bêta-pinène. Je pense, alors je ne sais pas, mais j'imagine que la limite c'est la production de ces molécules-là. Je ne suis pas convaincu qu'on sache le faire par chimie, et l'extraction du bourgeon, à mon avis, coûterait extrêmement cher. Okay. Donc au final, lequel est le meilleur? Les médicaments sont donc plus pratiques. Oui, mais ce sont les plantes qui sont les plus efficaces. Mais en fait, Jamie, je viens surtout pour mon cancer. D'ailleurs, tu pourrais expliquer ce que c'est? Le cancer est une maladie de la cellule. La cellule est l'unité de base de la vie. Le corps contient plus de 200 types et chacun a un rôle. Chez l'adulte, quand les cellules meurent par apoptose, de nouvelles cellules se développent par mitose pour réparer les tissus et organes. Des signaux chimiques indiquent aux cellules de se diviser ou d'arrêter de se diviser. Le cancer peut prendre naissance dans n'importe quelle cellule. Elle subit différentes lésions qui affectent la manière dont elle se développe et agit. Les cellules endommagées se développent et se divisent de façon désordonnée et ne meurent pas. Les cellules forment une masse appelée tumeur maligne. Elles ont tendance à se disséminer dans le corps à travers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ils développent de nouvelles tumeurs appelées métastases. Le cancer est métastasique. Mais c'est dû à quoi? Et le problème du cancer, c'est que c'est souvent l'origine des cancers est multifactorielle. Il y a en général une partie d'hérédité et une partie qui est acquise par le travail, par les habitudes de vie, par le sommeil par exemple. Un dernier exemple très concret, qu'on est en bonne santé, qu'on dort suffisamment, qu'on a une quantité et une qualité de sommeil suffisante, un système immunitaire compétent. Ce système immunitaire va essayer de réparer les mutations provoquées dans la journée. S'il n'y arrive pas, il détruit les cellules qui ont muté. Lorsque le système immunitaire ou l'organisme est dépassé, eh bien, on va laisser quelques cellules mutantes entre guillemets, se développer, et petit à petit, il y a un développement anarchique et c'est une tumeur, c'est un cancer qui se développe. De nombreux facteurs peuvent causer les altérations de l'ADN qui mènent au cancer, des facteurs génétiques et des facteurs extérieurs. Les facteurs génétiques peuvent être spontanés, dus au hasard, ou héréditaires, comme avoir hérité d'un gène défaillant. Un gène de prolifération qui va inciter les cellules à croître de manière désordonnée, un gène d'antiprolifération absent ou ayant une anomalie, un gène d'apoptose défaillant qui empêchera les cellules de mourir, et un gène réparateur de l'ADN défaillant aussi. Les facteurs extérieurs sont quant à eux une exposition à des agents cancérogènes comme le tabac, l'alcool, marqueurs d'une mauvaise hygiène de vie, et les radiations. D'accord. Et donc, quels sont les différents traitements? Les principaux traitements sont la chirurgie pour enlever la tumeur par opération, ainsi que la radiothérapie qui utilise des rayons ionisants pour tuer les cellules cancéreuses, et enfin la chimiothérapie qui par injection de médicaments chimiques contre la tumeur. Mais alors, Jamie, la chimio est-elle vraiment efficace? Tout d'abord, il faut savoir comment fonctionne la chimio. Le mécanisme de cancérisation est lié aux facteurs de croissance. Les substances chimiques de la chimiothérapie se fixent sur les récepteurs de la cellule et remplacent ces facteurs de croissance. La cellule meurt et la tumeur régresse. À la base, les produits chimiques de la chimiothérapie étaient extraits de végétaux, mais maintenant ils sont produits par synthèse en laboratoire. La chimio est vraiment efficace quand elle est utilisée en complément de la chirurgie. En revanche, on ne ressort jamais indemne d'un cancer ou d'une chimiothérapie. En effet, il y a toujours un risque que le cancer se redéveloppe ailleurs. C'est le cas des métastases. En effet, imaginons qu'on ait un cancer de l'estomac. Donc on a une tumeur au niveau de l'estomac. Il y a des chances qu'une cellule cancéreuse s'échappe de cette tumeur par les voies sanguines et lymphatiques et aille s'installer sur un autre organe. En général, lors du cancer de l'estomac, ce sont les ovaires chez les femmes. Et donc, il y a une nouvelle tumeur. Ensuite, il est possible qu'une nouvelle tumeur se développe dans un organe déjà atteint et traité. Donc, après une chimio complète, il se peut qu'il y ait un nouveau cancer qui se déclare, par exemple, dans les ovaires. Une nouvelle tumeur.
On appelle cela une récidive. Et enfin, il se peut qu'il y ait la réapparition du cancer initial, donc de la première tumeur, après une période de rémission, donc on pense que ça va mieux. Et en fait, il y a de nouveau une tumeur et on appelle cela une rechute. De plus, la chimiothérapie s'accompagne de beaucoup d'effets indésirables. Oui, tu as raison, Jamie. Depuis que je fais de la chimio, je me sens vraiment affaiblie et je perds mes cheveux. Tu saurais pas m'expliquer pourquoi? De leur traitement, qui sont des oxydants puissants. Le but étant de tuer des cellules. On tue les cellules à développement rapide, donc les cellules cancéreuses qui ont un développement anarchique, mais en même temps on tue toutes les cellules à développement rapide de l'organisme, les cellules. En effet, il y a donc tout un cortège d'effets indésirables dus aux substances chimiques ingurgitées lors du traitement. Donc ces substances chimiques, elles vont avoir pour rôle, donc là on a les cellules cancéreuses et les cellules selles, donc la tumeur, de contrer cette tumeur et d'essayer de détruire les cellules cancéreuses, mais elle va s'attaquer finalement à toutes les cellules qui ont un développement très rapide. Donc certaines cellules saines vont être détruites, notamment les cellules qui sont à l'origine de la pousse des cheveux, des ongles. Donc c'est ce qui explique qu'on perd ses cheveux, ses ongles, ses poils lors du traitement chimiothérapeutique. Il y a également une quantité non négligeable de globules blancs qui sont détruits lors du traitement chimiothérapique, ce qui va donc entraîner une fragilité du système immunitaire et expliquer la fatigue ressentie lors du traitement. Il y a certaines substances chimiques qui peuvent être mal tolérées par l'organisme et du coup ça entraîne d'autres effets indésirables. J'ai surtout d'atroces vomissements. C'est d'ailleurs pour ça que je viens consulter un médecin. Je vais t'expliquer à quoi sont dus ces vomissements. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un vomissement? C'est le rejet par la bouche du contenu de l'estomac. Donc les flèches vont dans le sens inverse. C'est dû à une simulation du centre de vomissement qui se trouve dans le cerveau. Les abdominaux et le diaphragme vont se contracter. L'orifice pylore, qui se trouve ici sur l'estomac, va se fermer et permettre l'expulsion. Alors, comment la chimio peut-elle être la cause des vomissements? C'est tout simplement les substances chimiques qui vont d'une part exciter les muscles du tube digestif et d'autre part activer le centre de vomissement et ainsi conduire au vomissement. D'accord, donc quelles sont les solutions naturelles ou chimiques? Alors, comme solution médicamenteuse en allopathie, on va retrouver l'aprepitant. C'est un puissant antiémétique très utilisé et très prescrit dans la prévention des nausées et vomissements dus à la chimiothérapie, mais il va causer des effets secondaires tels la fatigue et les vertiges. En solution plus naturelle, donc, je peux te proposer du tilleul que tu peux prendre en tisane ou de l'artichaut qui sont très efficaces et agréables ou de l'huile essentielle de citron vert qui a comme qualité en plus de soutenir le foie. Et ces solutions, ces remèdes de grand-mère sont sans effet indésirable. D'accord Jamie, merci de m'avoir éclairé sur tous ces sujets. Et au final, pour le cancer, les remèdes de grand-mère peuvent-ils rivaliser avec l'allopathie? Alors tout dépend du cancer, de son avancée et de ce qu'on appelle soigner un cancer. Donc voici, on a fait un petit tableau récapitulatif des 3 étapes où la médecine, allopathie ou phytothérapie peut intervenir. Alors, d'abord dans la prévention du cancer. Donc la prévention, c'est l'ensemble de ce qui peut être fait à l'échelle individuelle ou collective pour diminuer le risque d'être atteint d'un cancer. En solution naturelle, donc la naturopathie, ça passe par la prévention. Ce qu'on essaie au maximum de faire, c'est la prévention. On sait que notamment par les changements de comportement, donc on conseille aux gens de plus bouger, de diminuer alcool et tabac. Et en phytothérapie, il existe des plantes qui peuvent prévenir de certains cancers, comme le chou, le soja et le curcuma. Et en solution allopathique,
pour prévenir des cancers. On a depuis peu quelques médicaments qui peuvent prévenir des cancers, mais ce n'est pas sûr à 100%. Ensuite, après dépistage, si on est sûr d'avoir un cancer, pour le traiter, en solution naturelle, on n'a pas une plante miracle contre le cancer, donc il n'y a pas une solution 100% naturelle. Par exemple, en cancérologie, on ne va pas avoir de plantes qui vont soigner directement le cancer. Les arguments actuels, mais effectivement, il n'y a pas de plantes miraculeuses. En gros, il faut... Par contre, pour guérir le patient, ou en tout cas pour ralentir la maladie, on a la chimiothérapie, donc la solution c'est une solution très chimique, mais c'est la plus utilisée aujourd'hui. Donc, en revanche, elle entraîne des effets secondaires. Et pour le soin de ces effets secondaires, on a donc en allopathie des médicaments qui sont puissants, mais qui sont encore une fois avec des effets secondaires. Et en revanche, en solution naturelle, on a des médicaments, des solutions naturelles, qui sont efficaces et en plus agréables à prendre. Et puisque la chimio c'est déjà tellement médicamenteux que les gens préfèrent se tourner vers des solutions plus naturelles. De soutenir le foie par exemple, et quand on prend des médicaments contre le cancer, ça fatigue au niveau du foie. Donc on va pouvoir agir, je dirais indirectement, pour que la personne prenne mieux son médicament chimique. Il peut y avoir des plantes antinauséeuses aussi dans ces mêmes cas de figure. Il peut y avoir des plantes qui vont aider à lutter contre la fatigue, contre le stress que génère la maladie et la prise en charge de la maladie. Donc on peut avoir des accompagnements. Par exemple, en cancérologie, en oncologie, on a des gens qui sont sous chimiothérapie ou sous radiothérapie, et là on va les aider à supporter les effets, notamment les effets indésirables de leur. Je t'écoute depuis tout à l'heure, Jamie, mais au final, pour conclure, médicaments et remèdes de grand-mère peuvent-ils vraiment rivaliser? Des fois ça marche pas, des fois on utilise, mais pour des croyances populaires, pour différentes vertus, mais qui ne sont pas spécialement fondées. Et puis des fois ça marche bien, mais c'est pas arrivé ailleurs, et donc on n'a pas de recul. Souvent on va plutôt soulager les maux du quotidien. Son nom péjoratif, la boubologie, le petit mot de l'hiver, on a beaucoup plus d'armes en phytothérapie qu'en allopathie, bien sûr. Lorsqu'on a des plantes, ces mélanges-là vont peut-être être actifs, et lorsqu'on prend une molécule unique, elle ne sera plus active, soit sur la bactérie, le virus ou le récepteur Et c'est vrai que des fois, au lieu de se tourner vers le chimique, il peut être intéressant soit de prévenir, d'agir en amont et de renforcer l'organisme et d'agir au jour le jour, soit d'utiliser des remèdes plus simples qui souvent sont mieux tolérés, c'est pas toujours le cas, mais voilà, des fois ça peut être une première étape, lorsqu'on a le temps d'avoir une première étape. Donc s'il existait, on va dire que s'il n'y a pas de médicament pour une maladie, trouver en naturel quelque chose d'efficace, c'est quasi impossible parce qu'autrement les recherches auraient sans doute eu lieu et on aurait sans doute un médicament, ne serait-ce qu'une copie, une extraction du végétal mis en gélule. Donc on a nos limites. La chimie a toujours sa place. Pour énormément de pathologies, on ne peut pas tout faire avec des composants naturels. Si oui, mais dans les maladies où ça va être plus grave, on va plus utiliser les plantes pour soulager que pour guérir, on va dire. Voilà, on va s'en servir comme soin de support. Ouais. Pour conclure, l'allopathie est inspirée de la phytothérapie. Parfois, on retrouve les mêmes principes actifs, parfois la même efficacité. Grâce à la chimie et à l'allopathie, on peut améliorer le principe actif naturel, les dosages et l'action des principes actifs. Cependant, pour des raisons de rendement, il arrive que les principes actifs, pourtant efficaces, ne peuvent pas être exploités. Les remèdes de grand-mère dépassent alors l'allopathie. Pour certaines maladies, il n'existe pas de solution naturelle. Dans ce cas, la phytothérapie est utilisée en complément. Donc, les remèdes de grand-mère peuvent rivaliser, mais tout dépend des cas. Ont donc la même
est inexistant. Attends, on le refait? Ouais, on va refaire. Attendez. Il expulse donc les... Mais je suis désolée. Il est dû à une réaction. C'est une réaction. J'arrive pas. Alors le thème c'est l'efficacité des remèdes de grand-mère par rapport à la médecine moderne. Est-ce que c'est parce qu'on a une tête de grand-mère?